nouvelle forme d'économie et de consommation se propage à une vitesse fulgurante dans le monde entier. Son principe ? Échanger au lieu d'acheter, emprunter au lieu de posséder. En un mot, partager. Cette tendance est connue sous le nom de sharing economy. Utiliser à plusieurs, plutôt que posséder seul, reste pour l'instant un choix avant tout applicable en milieu urbain. Mais les plateformes en ligne de mutualisation et d'échange ont fait naître l'espoir d'une révolution économique pour tous. Car ce marché à forte croissance porté par la technologie repose aussi sur la participation de chaque individu. Berceau de l'économie du partage, San Francisco a vu naître et se développer les premiers modèles d'entreprise inspirés des technologies numériques. La municipalité soutient cette nouvelle forme de consommation. San Francisco se veut la capitale mondiale de l'innovation. Il est donc normal pour nous d'être ouverts à ces changements. Si nous sommes les champions de l'innovation et si autant d'entreprises s'implantent ici, c'est grâce à notre main-d'œuvre talentueuse et diversifiée. Nos résidents sont les premiers bénéficiaires de la sharing economy. Ils veulent que nous nous engagions dans cette voie. Et de notre point de vue, ils constituent aussi notre meilleur atout pour attirer les entreprises, car ils font la force de notre économie. Nous suivons donc le mouvement en cherchant comment accompagner au mieux les bouleversements engendrés par ce secteur. Depuis le début de la décennie, les startups de l'économie collaborative voient le jour à un rythme effréné dans la métropole californienne. Si la population locale est réceptive aux idées novatrices, ce sont les investisseurs en capital risque de la Silicon Valley qui font la différence. Leur soutien financier, souvent considérable, permet de transformer de simples idées en véritables entreprises. Neil Gorenflo s'intéresse à la question depuis longtemps et a créé dès 2010 le premier site d'information consacré au sharing, un domaine dont il a très tôt perçu le potentiel. J'ai moi-même été transformé par cette philosophie du partage. C'est une façon d'agir et un mode de vie différent, beaucoup plus gratifiant. J'accomplis plus de choses, mais surtout, ce que je fais a davantage de sens. Je me sens utile sur cette planète. C'est la raison de mon engagement. Je veux en faire profiter les autres et les encourager à me rejoindre. On constate une évolution dans le monde du travail. Environ 40% des Américains ont à présent une activité indépendante. Quelle que soit sa nature, cela signifie qu'une grande partie de la société est constituée d'individus qui travaillent au moins en partie à leur compte. Ils peuvent être micro-entrepreneurs, gagner de l'argent grâce à Airbnb ou Sidecar, ou encore louer leur voiture sur Relay Rides. À San Francisco, de nombreux particuliers partagent désormais leurs véhicules privés grâce au site Relay Rides. Les pouvoirs publics ont adapté le cadre réglementaire, notamment en matière d'assurance, pour permettre le bon fonctionnement de ce service. Gabriel Pavelko met régulièrement sa petite voiture en location et en retire un complément de revenus qui couvre ses dépenses automobiles. La crise est l'un des moteurs de cette nouvelle consommation collaborative. Qu'ils aient ou non perdu leur emploi, beaucoup d'Américains n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Pour l'instant, je suis ravie. Je rencontre des gens sympas. Tout le monde est très aimable. Ceux qui louent la voiture en prennent soin comme si c'était la leur. Et je n'ai jamais eu le moindre problème. C'est un ami qui m'a parlé de Relay Rides. Lui, il loue plusieurs voitures. Il en a fait un travail à plein temps. Il propose différents modèles, une Jeep, un 4x4, une voiture de sport. Comme il avait l'air enthousiaste, j'ai essayé moi aussi et ça m'a bien plu. C'est très facile, il n'y a rien à faire. Parfois, les gens ont juste besoin d'aller faire des courses. Et sans voiture, c'est compliqué.
Alors ça leur facilite la vie d'être motorisés pendant quelques heures. Je considère que ma voiture appartient à la collectivité et elle se finance toute seule grâce à Relay Rides. En plus, c'est bon pour l'environnement de limiter le nombre de véhicules en circulation en les partageant. Certains louent leur voiture par nécessité économique plutôt que par idéalisme. Encore faut-il posséder un véhicule. Les plus démunis n'ont pas cette possibilité. À San Francisco, la sharing economy crée des emplois de deux façons. D'abord, les entreprises elles-mêmes grandissent, recrutent et acquièrent de nouvelles technologies pour développer leur activité au sein du secteur. Mais cet essor permet aussi à d'autres entrepreneurs de créer ou de renforcer leur structure à San Francisco. Si un plombier, un boulanger ou une femme de ménage veut se lancer à son compte, l'économie collaborative lui offre des outils pour faire sa promotion, se constituer une clientèle et la gérer. C'est la dernière idée en vogue. Chacun peut créer sa micro-entreprise et gagner de l'argent en faisant prospérer une activité qui lui plaît, une aspiration universelle. Le système se veut profitable pour tous. La start-up Zaarly, dont le nom évoque un bazar virtuel, s'est ainsi spécialisée dans les services de proximité. Voici comment ça se passe. Nous envoyons nos collaborateurs spécialisés dans chaque ville pour y repérer les prestataires de services de proximité les plus talentueux. Ils en rencontrent 500 à 1000 par semaine et en retiennent environ 2%, le haut du panier. Ils leur disent « On a entendu parler de vous de telle ou telle façon et on pense que vous feriez un tabac sur notre plateforme. On va vous aider à être aussi convaincant dans le monde virtuel que dans le monde réel et à faire grandir l'entreprise dont vous avez toujours rêvé. » Notre objectif en interne est d'aider les gens à gagner de l'argent grâce à ce qu'ils aiment faire. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est d'identifier ces professionnels pleins de talent qui ne sont pas encore appréciés à leur juste valeur ou ne savent pas tirer parti de la technologie. Notre équipe marketing les aide à se présenter sous leur meilleur jour. Nous disposons aussi d'une grande liste de diffusion. Nous assurons leur communication et en échange, nous prenons une commission sur les transactions qui passent par Zaarly. L'économie collaborative a favorisé le développement de l'entreprise individuelle. Voici notre slogan. Faites appel aux meilleurs spécialistes des services de proximité. Économie collaborative ou pas, quand un particulier fait appel à un entrepreneur local, il veut de la qualité. Il ne choisira pas son voisin juste parce que c'est son voisin. Ce qu'il cherche, c'est le professionnel le plus compétent. Quand on se connecte, on a différentes rubriques. Repas, services, santé et bien-être, cadeaux, ou encore tenter une nouvelle aventure. Par exemple, en prenant des cours de musique. Nous avons sélectionné ces prestataires parce qu'ils enrichissent notre plateforme et que nous pensons pouvoir les aider à développer leur activité. Cette page illustre bien les côtés sympas de Zaarly. Mettons que vous vouliez trouver quelqu'un d'expérimenté pour réaliser vos photos de famille, à l'occasion d'une remise de diplôme ou des fêtes de fin d'année. Après avoir consulté les présentations de ces professionnels, leurs vitrines, il faut que vous vous sentiez suffisamment en confiance pour avoir envie de faire appel à l'un d'eux. C'est à nous de faire en sorte que le client se dise sereinement « Je veux que cette personne vienne chez moi prendre mon bébé en photo ». On ne veut pas risquer de tomber sur un pervers dans un cas comme celui-là. C'est le fond de notre travail, créer cette relation de confiance en ligne pour la monétiser hors ligne. La plupart des transactions se font en personne après une prise de contact sur la plateforme. Il y a peu d'entreprises qui savent exploiter cette dynamique. On a par exemple de très bons menuisiers qui peuvent vous fabriquer des meubles sur mesure, si vous voulez changer d'IKEA. Regardez ce profil, Chase. C'est un bricoleur, idéal pour ce genre de petits projets. On l'aide à rédiger ses textes de promotion parce qu'il s'avère que les bons professionnels ne sont pas forcément très doués pour se présenter et décrire leur façon de travailler. Notre équipe les aide donc à exprimer clairement ce qu'ils proposent. J'ai toujours eu un tempérament créatif, mais je n'aurais jamais imaginé pouvoir gagner ma vie comme ça. Certaines micro-entreprises diffusent déjà de petits films publicitaires sur Zaarly pour faire connaître leurs services. Fabriquer des meubles n'est pas seulement mon travail, c'est ma passion.
Chaque meuble a une signification particulière pour moi. C'est une création unique, réalisée à la main, en bois massif. Et je sais qu'elle durera. Mes créations se transmettront de génération en génération. Nous sommes une entreprise technologique, un concepteur de logiciels, comme la plupart des sociétés de San Francisco. Il faut savoir que ce sont les technologies inventées depuis un siècle et demi, dans le sillage de la révolution industrielle, qui ont permis de réduire la taille des entités économiques. Et la sharing economy est vraiment née de cette possibilité. Quand on fabriquait des pièces en usine, il fallait en produire 1 millier pour rentrer dans ses frais. Aujourd'hui, une mère de famille peut gagner de l'argent en préparant 3 gâteaux. Tout ça, c'est grâce à la technologie. Mais pour que ça fonctionne, il faut rapprocher l'offre et la demande. C'est ce qu'on essaie de faire. On exploite les technologies pour mettre en relation ces deux parties du marché qui se cherchent. Reste à savoir si l'économie collaborative est réellement un vivier d'activités aussi idyllique que lucrative pour micro-entrepreneurs en herbe, ou une nouvelle machine à précariser. Il me semble que tout cela va à l'encontre du modèle capitaliste classique, dans la mesure où le temps libre n'existe plus. Les derniers domaines qui se trouvaient encore en dehors du marché peuvent désormais en faire partie. L'individu dans sa totalité est devenu plus que jamais un homo economicus. Après tout, le néolibéralisme repose sur cette devise. Sois toi-même, vends-toi, montre ce que tu sais faire et exploite-le. Ce sont des injonctions très différentes de celles du capitalisme, qui décrète « tu m'appartiens de 9h à 17h, le reste du temps, tu peux faire ce que tu veux ». À Séoul, en Corée du Sud, la consommation collaborative est devenue une vraie source d'espoir. Si l'intérêt du secteur privé pour le sharing n'en est encore qu'à ses débuts, la municipalité le soutient activement. Confrontée à de nombreux problèmes sociaux, la ville associe politique d'ensemble et soutien ciblé à l'économie du partage. Objectif : rendre la capitale sud-coréenne plus humaine et plus durable. C'est le maire Park Won-soon qui a amorcé ce mouvement. Venez, je vais vous montrer. Cette partie de la pièce est un peu particulière. J'ai annoncé publiquement que Séoul était désormais la capitale de l'agriculture urbaine. J'encourage donc vivement les citoyens à aménager un espace cultivé dans leur maison, à l'école, dans la rue ou, comme je le disais, dans une pièce de leur appartement. J'ai moi-même créé ce petit jardin potager. Vous voyez qu'il y a des piments, différentes herbes aromatiques ou encore des choux. Par ici, les bibliothèques sont inclinées. C'est un symbole du contraste entre les riches et les pauvres, de l'opposition entre les classes ou encore de certaines querelles régionales. Vous savez, la gauche et la droite, les conflits idéologiques. Le rôle du maire est de rapprocher les différents camps. C'est tout cela que représente cette pièce. Parallèlement au développement rapide de l'économie et d'un système ultra concurrentiel, les Coréens sont soumis à un immense stress social. Cependant, grâce à la consommation collaborative et au vivre ensemble, les gens peuvent acquérir un sens de la communauté et ainsi se rapprocher les uns des autres. Cela leur permet aussi d'entrapercevoir le secret du bonheur. Nous nous sommes dit que grâce à la jouissance commune de ressources, de produits ou de lieux, il était peut-être possible de changer nos modes de vie et de donner corps à une économie durable et à une ville idéale.
C'est pour cela que nous promouvons la consommation collaborative. Avant tout, je pense que même du point de vue de l'efficacité, la consommation collaborative est largement souhaitable. Par exemple, par le passé, les habitants de Séoul avaient de grandes familles, avec 5 à 7 personnes au sein d'un même foyer. C'est ainsi qu'ils vivaient, dans de grandes maisons. Aujourd'hui, par contre, la moitié de la population vit seule ou à deux. Ces gens n'ont pas besoin d'autant d'espace. C'est pour cela qu'il faut le partager. Apôtre infatigable de l'économie collaborative, Monsieur le maire s'efforce de convertir peu à peu ses administrés. En septembre 2012, la municipalité a ainsi lancé un grand programme, le Sharing City Séoul. Le marché du logement très tendu est notamment en ligne de mire. Le projet subventionné Uju rénove par exemple des maisons et appartements pour les rendre propices à la colocation. Jusqu'à une date récente, cette forme d'habitat était inexistante en Corée du Sud, où la vie en collectivité n'a pas connu le même engouement post-mai 68 qu'en Europe. Grâce à Uju, des jeunes peuvent pour la première fois s'installer à plusieurs, ailleurs que dans des foyers pour étudiants. L'objectif n'est pas seulement de payer moins cher, c'est aussi de partager son quotidien. Une trentaine de nouveaux logements sociaux doivent être mis en location dans les prochains mois. Les candidats peuvent s'inscrire en ligne en indiquant leur centre d'intérêt. Chaque colocation est en effet axée sur un thème et le regroupement par affinité favorise un vivre ensemble harmonieux entre amateurs de cuisine, cinéphiles ou créateurs de start-up. À l'époque, lorsque je vivais seule, je mangeais mal et je pouvais passer des journées entières sans parler à personne. Alors je me sentais seule. Mais maintenant que j'ai des colocataires, je mange avec elles, je discute avec elles et je partage mes loisirs avec elles. Certains se disent peut-être que ça n'a rien d'extraordinaire, mais à moi, cette vie en commun me donne beaucoup de force. En faisant la connaissance de mes colocataires, j'ai pu découvrir ce qu'elles aimaient. En vivant avec elles, je vois ce qui les intéresse, ce qu'elles aiment faire et étudier. Et ce qu'elles apprennent, je l'apprends moi aussi. Cuisine, salon et salle de bain sont communs, ce qui explique la modicité des loyers. Le projet Uju attire aujourd'hui plus de candidats qu'il n'a de place à offrir. On prépare les repas et on mange ensemble dans la cuisine. On regarde aussi la télé et des films ensemble. C'est notre espace de vie commun. Notre vie privée, nous la vivons hors de cette pièce. Chaque chambre est occupée par 2 personnes. Celle où je vis est là-bas. Je vais vous la montrer. Voici ma chambre. Je vais vous faire visiter. Je ne vis pas seule dans cette chambre. Je la partage avec une amie. Je ne la connaissais pas avant de vivre avec elle. À force de passer du temps ensemble et de discuter, nous sommes devenus extrêmement proches. Ce n'est donc pas désagréable de vivre comme ça. Dans le cadre du projet Uju, on s'est rendu compte que par le passé, les gens percevaient une pièce uniquement comme un endroit conçu pour dormir ou manger. Un espace de vie, selon Uju, ce n'est pas seulement des jeunes ayant des rêves ou une conception de la vie similaire qui se rassemblent et partagent un logement. Ce sont aussi des gens qui discutent des problèmes qui se présentent à eux et collaborent pour les résoudre. Faire cela, c'est développer une nouvelle façon de penser la vie en commun. Tous ces éléments, par le biais de la consommation collaborative, se réunissent pour créer une nouvelle vision du monde. Les étudiants étant les plus touchés par la crise du logement,
le gouvernement a écrit aux personnes âgées vivant seules pour les encourager à héberger des jeunes chez eux. Go Eun-ja, 66 ans, a accepté non sans hésitation et s'est affiliée à un service de sous-location. Elle vit seule dans un grand appartement depuis le décès de son mari il y a 1 an. Aujourd'hui, elle reçoit pour la première fois une jeune étudiante. Je n'ai pas toujours vécu seule comme maintenant. À force, je me sens un peu isolée. Ce n'est pas que je souhaite avoir de la compagnie en permanence, mais simplement avoir quelqu'un d'autre dans la maison me rassure. C'est la raison pour laquelle j'ai posé ma candidature. Je n'avais encore jamais rencontré l'étudiante qui est venue aujourd'hui. Elle a l'air sympathique et pourrait être ma petite fille. Je l'apprécie, mais je ne sais pas si c'est réciproque. Je comptais prendre un appartement, mais mes parents s'y sont opposés parce que je suis une femme. Et puis ça aurait coûté trop cher. Une de mes amies vivait en colocation, enfin en sous-location. Sur ses conseils, j'ai décidé de poser ma candidature auprès de la mairie d'arrondissement. Ça revient largement moins cher. Mais quand même, je me demande si je suis capable de vivre avec une inconnue. La dame que j'ai rencontrée aujourd'hui est très gentille et m'a l'air d'être quelqu'un de bien. Dans le capitalisme d'État coréen, ce soutien accordé à des projets collaboratifs pour des raisons sociales détonne quelque peu. En pointe sur les nouvelles technologies, la Corée du Sud dispose d'un excellent système scolaire, d'infrastructures ultramodernes et de grandes multinationales prospères. Mais derrière cette façade exemplaire se cache un pays déchiré. Régulièrement, des jeunes craquent sous la pression de leur famille, de l'école et de la société. Pour leur génération, la promesse de prospérité qui a longtemps accompagné l'ascension économique coréenne n'est soudain plus à l'ordre du jour. Résultat, le taux de suicide des moins de 25 ans est le plus élevé au monde. La plupart des tentatives se déroulent sur le pont de Mapo, qui enjambe le fleuve Han. Afin de lutter contre ce fléau, la ville de Séoul a réaménagé les trottoirs du pont dans le cadre d'un projet intitulé Bridge of Life, le pont de la vie. La rambarde a été agrémentée de messages encourageants et optimistes. Il y a eu beaucoup de suicides ici. C'est pour cela qu'il y a des panneaux du style « Quand tu es à bout, regarde le ciel ». Et il y a réellement des gens qui, en les voyant, décident de rentrer chez eux. Dis quelque chose, toi. C'est terrible que des gens en arrivent là parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre pour vivre leur vie. À divers endroits sur le pont, des postes d'appel d'urgence reliés à une ligne d'accueil téléphonique spécialisée ont également été installés. Un ami de la jeune So Sun-mi s'est donné la mort ici. Aujourd'hui, à Séoul et en Corée en général, il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à trouver du travail et ont des difficultés financières. À cela s'ajoute le stress de la vie citadine et les soucis relatifs au mariage. Toutes ces choses conjuguées à un futur incertain et à la pression sociale poussent de nombreux jeunes à tenter de se suicider. Regardez cette inscription. Si tu t'accroches à la vie,
un jour radieux finira par te sourire. Lorsque le ciel s'éclaircit, ne vois-tu pas le soleil qui se lève? Tu as pour toi la fougue de la jeunesse. C'est ce qui fait ta force. Ne te laisse pas aller au désespoir et ouvre grand ton cœur. C'est une chanson d'espoir assez célèbre. Ces 5 dernières années, environ 1 millier de suicides ont eu lieu sur les ponts de Séoul, dont une bonne centaine sur celui de Mapo. Au bord de l'eau, de nombreux messages écrits à la main témoignent de ces drames. Les proches des suicidés viennent souvent se recueillir ici, à l'instar de cette mère et de cette grand-mère qui pleurent un enfant perdu. Ce jour-là, un jeune homme essaie d'escalader le parapet et de se jeter à l'eau. Une unité d'intervention dépêchée sur les lieux réussit heureusement à le sauver in extremis. À l'aide de la consommation collaborative, nous avons fait en sorte de donner la possibilité aux gens de se rencontrer pour qu'ils puissent comprendre la situation d'autrui. En renforçant leur sentiment d'appartenance à une communauté, nous avons contribué à fortement diminuer le nombre de causes poussant les gens au suicide. À Séoul en particulier, le suicide est causé par un sentiment de solitude et un isolement qui découlent de l'incapacité à surmonter certaines relations humaines. Park Hoon-soon est convaincu que la composante humaine du sharing peut apporter une solution à certains problèmes de société. So-soon-mi met à profit elle aussi ce que propose ce nouveau secteur. La consommation collaborative a actuellement le vent en poupe. Les activités qui en découlent prennent rapidement leur essor. De fait, toutes les activités dites de collaboration tendent à prendre de l'importance. Aujourd'hui, je vais participer pour la première fois à une expérience de social dining. La municipalité soutient financièrement une petite cinquantaine de start-up de l'économie collaborative et ce nombre ne cesse d'augmenter. L'opération a des retombées positives sur des pratiques telles que le social dining, qui rassemble des inconnus autour d'un bon repas et d'un sujet de discussion proposé par l'organisateur. Les participants se donnent rendez-vous en ligne dans un restaurant où ils devront acheter riz et boissons. Pour le reste, chacun apporte ce qu'il veut et le partage avec la collectivité. Les jeunes surtout plébiscitent cette offre, contents de ne pas manger seuls. Au cœur de la métropole sud-coréenne, ils s'efforcent de plus en plus de briser le carcan social dans lequel ils évoluent et de prendre leur vie en main. Dans cette remise en question des structures familiales traditionnelles, le sharing peut contribuer à établir une nouvelle donne. Bien qu'il y ait à présent de plus en plus d'événements permettant aux gens de se rencontrer, la ville peut aussi être un lieu de solitude où l'on mange seul. Grâce au service de social dining Jibbap, les gens peuvent prendre part à des conversations tout en mangeant ensemble. Il ne s'agit pas uniquement de manger. J'aime le fait qu'on puisse faire de nouvelles rencontres, échanger et rencontrer les gens pour de vrai et non pas seulement sur Internet.
peu partout dans Séoul, on trouve désormais des cafés subventionnés par l'État au sein des maisons de quartier. Des lieux de rendez-vous où l'on peut aussi emprunter des livres ou des objets du quotidien. Outre les équipements domestiques, le matériel de camping est très demandé quand arrive le week-end. Cette jeune femme est venue louer une tente. Il suffit d'inscrire son nom dans le registre pour emporter l'objet de son choix. Le maire de la ville place de grands espoirs dans ces nouvelles pratiques et espère y habituer progressivement ses administrés. Est-ce que l'économie du partage permet vraiment d'épargner les ressources? Rien n'est moins sûr. Tout dépend de ce qu'on appelle les effets rebonds. Imaginons que je choisisse de me passer de voiture et que j'utilise l'argent que j'ai économisé pour acheter toutes sortes d'autres produits que je vais utiliser. Dans ce cas, le sharing peut entraîner à son tour une consommation accrue des ressources. Mais on n'est pas encore fixé. Il faut étudier la question. Il s'agit de savoir à quel moment l'individu s'estime content de ce qu'il possède. Est-ce qu'il y a un plafond? L'une des motivations centrales pour le développement de cette consommation collaborative est la surabondance de biens. L'achat de nouveaux objets ne procure plus aucune satisfaction. En revanche, on est content d'acquérir, entre guillemets, de nouveaux contacts, ce que permet cette forme d'économie. On achète un droit d'utilisation et on fait en même temps connaissance avec quelqu'un. Airbnb est l'exemple emblématique d'une start-up prospère qui compte sur la mise en relation des membres de son réseau en ligne. Ce pionnier de la sharing economy né à San Francisco permet de louer un logement chez des particuliers dans le monde entier. Nessen Blecharzik est l'un de ses fondateurs. On a monté cette entreprise à 3. Avant ça, on était colocataires et un jour, j'ai décidé de partir de l'appartement. Les 2 autres, Joe et Brian, venaient de démissionner de leur emploi et ne pouvaient pas payer le loyer à 2. Ils étaient tous les 2 designers et le week-end suivant avait lieu un colloque de design industriel à San Francisco. Comme tous les hôtels étaient pleins, ils ont eu l'idée de louer la chambre vide aux participants qui venaient chercher un hébergement pour l'occasion. Elle n'était pas meublée, mais Joe avait des matelas gonflables, airbed en anglais. Alors ils ont appelé ça Airbed and Breakfast, Airbnb. Ils ont publié l'annonce sur un blog et reçu 3 demandes. Ils s'attendaient à être contactés par des gens comme eux, des jeunes autour de 25 ans. Mais il y avait une trentenaire de Boston, un père de famille de 40 ans qui venait de l'Utah et un Indien. Ce week-end leur a rapporté dans les $1000. Leurs visiteurs étaient contents d'être logés, ils sont allés tous ensemble assister au colloque et ils ont passé un très bon moment. Cette petite annonce en ligne dépasse toutes les espérances. Le nombre de réservations dans leur appartement du centre de San Francisco ne cesse d'augmenter. On s'est dit, et s'il devenait aussi facile de loger chez un particulier que dans un hôtel? C'était une nouvelle façon de voir les choses, une vision ambitieuse qui nous a pris un peu de temps à concrétiser. On a lancé un site en août 2008, après 3 mois de travail. Airbnb est le prolongement de cette première plateforme. Dans cette vidéo, la start-up présente son nouveau siège à San Francisco. Elle est désormais valorisée à 10 milliards de dollars, bien qu'elle ne soit qu'un intermédiaire et ne possède aucun logement. Je ne pensais jamais qu'on réunirait 350 000 hôtes dans le monde entier en 5 ans. C'est fou ce qu'on a réussi tous ensemble. Joe, Brian et moi, nous sommes des entrepreneurs. Mais vous êtes tous des entrepreneurs, vous aussi. Aujourd'hui, on veut vous parler comme à des associés et vous montrer ce qu'on a mis en place. Les fondateurs annoncent un bouleversement sociétal. Ce n'est que le début. Un nouveau modèle a émergé, la sharing economy. C'est en passe de devenir une révolution et elle est portée par le peuple. C'est vous et nous qui avons le pouvoir.
Brian Chesky, cofondateur d'Airbnb, voit dans la consommation collaborative le chemin vers une économie plus juste qui bénéficiera à tous. Selon certaines études, les gens comptent avant tout sur leur entourage pour trouver le bonheur. Ils misent sur leur lien avec les autres. Or, ils sont beaucoup à se sentir seuls. Airbnb leur permet d'être en contact non seulement avec leurs voisins, mais avec la planète entière. C'est comme s'ils avaient des amis au bout du monde auxquels ils peuvent rendre visite de temps en temps. Voilà la formule magique qui fait que ça marche. Le Mushroom Dome, ou chapeau de champignon, est l'exemple parfait de ce qui fait la particularité d'Airbnb. Il s'agit d'une toute petite maisonnette, presque une cabane dans un arbre, avec un toit en dôme. Ce sont des particuliers qui l'ont construite dans leur jardin pour leurs enfants. Quand ils ont entendu parler d'Airbnb, ils ont décidé d'essayer de la louer. C'était il y a 3 ans et depuis, plus d'1 millier de visiteurs du monde entier y ont séjourné. Qu'est-ce qui a décidé les propriétaires ? Tout d'abord, c'est une maisonnette pleine de poésie. Mais surtout, aucun touriste n'aurait pu la trouver auparavant. C'est grâce à notre plateforme unique que ces hébergements pittoresques deviennent accessibles. Et la clientèle est mondiale. Airbnb a changé la vie de ses propriétaires. Ils ont gagné beaucoup d'argent, mais ils ont aussi rencontré des gens venus de partout, et ils se sentent connectés au reste du monde. C'est donc une réussite à tout point de vue. Le chapeau de champignon se trouve à 2 heures de route au sud de San Francisco, non loin de la côte Pacifique. Pendant longtemps, il a constitué la meilleure location d'Airbnb, avec 97% de taux d'occupation. Kitty Mrash en est la propriétaire. Voici la kitchenette, très compacte, avec tout ce qu'il faut pour préparer à manger. Par ici, on a un canapé-lit avec une table dépliante. Il y a des jeux et des CD. Et à l'étage, on a installé un lit très confortable avec un lecteur de DVD et un grand tiroir plein de films. Venez par ici. Ça, c'est un lavabo de récup et le petit meuble que j'ai fabriqué, les toilettes et la douche que j'ai construite aussi moi-même. Je ne travaille pas à l'extérieur de la maison. J'ai élevé mes 4 enfants ici en tant que mère au foyer. Et une fois le dernier devenu adulte, je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire. Airbnb est arrivé au bon moment. D'autant que j'adore rencontrer des gens et les accueillir chez moi. Je tiens à ce qu'ils passent un séjour agréable. C'était donc idéal. Depuis, c'est fantastique d'avoir ce revenu d'appoint. Ça a changé beaucoup de choses pour nous. Airbnb est également en plein essor en Europe. Les hôtes créent un profil pour se présenter sur le site. Ils décrivent le logement qu'ils proposent en remplissant un formulaire assorti de photos. Ils peuvent faire gratuitement appel à un photographe professionnel, comme Catherine Harfman, qui travaille depuis longtemps pour Airbnb à Hambourg. Bonjour. Bonjour Yann, je suis Catherine. Entre. Merci. Très chouette ici. C'est joli ça. C'est du papier peint? Oui, le plan de Hambourg en papier peint. Ça permet aux visiteurs de se repérer quand ils veulent aller quelque part. C'est super. Et assorti au drap en plus. Je t'ai apporté une petite brochure d'Airbnb. Tu trouveras des conseils pour t'aider à louer. D'ailleurs, est-ce que tu loues seulement la chambre ou tout l'appartement? Seulement cette chambre. Très bien. Je vais faire des photos ici, dans la cuisine et dans la salle de bain. Tu veux bien me montrer où c'est? Par ici. La cuisine est sympa et bien claire. Le quartier est vraiment central en plus.
Tu n'auras pas de mal à louer. Tu as déjà une petite expérience? Oui, enfin j'ai des amis qui font ça et pour qui ça marche bien. Super. La concurrence est une réalité. Elle est constamment présente, dans l'économie du partage comme ailleurs. C'est un peu comme pour un rendez-vous galant. Jusqu'où va-t-on pour se présenter sous son meilleur jour? Qu'est-ce que vous êtes prêt à raconter sur votre propre compte, sans mentir bien sûr, pour que les autres aient envie de louer votre appartement? C'est ça le contact social. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il faut aussi que le courant passe. Est-ce que la personne vous paraît sympathique dans sa présentation? Dans le cas contraire, vous n'allez pas lui louer votre appartement alors que vous avez 9 autres demandes en attente. La plateforme met en relation les hôtes et les visiteurs, puis garantit le bon déroulement de la réservation. La location est payée par carte sur le site, Airbnb touchant une commission sur chaque location. Je photographie les chambres dans l'état où elles sont. Mais il m'arrive de modifier de petites choses, par exemple de déplacer un coussin ou de lisser un édredon. Si je me trouve dans un coin de la pièce, je pousse un peu ce qui traîne. Mais c'est tout. La photo doit montrer les lieux tels que le visiteur les trouvera. C'est notre philosophie. Il ne faut pas que ça ait l'air immense sur le site et qu'on se dise en arrivant « c'est minuscule, ça ne me plaît pas du tout ». J'essaie de prendre des photos aussi proches de la réalité que possible. L'hôte et le visiteur peuvent se noter mutuellement sur le site a posteriori. Mais Airbnb met aussi en place des mécanismes de contrôle de plus en plus stricts pour s'assurer que chacun respecte les règles du jeu. Ça, c'est un exemple classique. Quelqu'un qui sous-loue une chambre avec du mobilier Ikea, joliment décoré et aménagé avec amour. C'est l'appartement Airbnb standard. À Berlin et ailleurs, certains acteurs de l'économie traditionnelle voient d'un mauvais œil le développement rapide du sharing. C'est une menace, d'abord parce que ces appartements sont occupés par des clients, des visiteurs, sans qu'on sache très bien à combien ils vivent là-dedans. C'est aussi une concurrence déloyale pour le secteur de l'hôtellerie. Les professionnels doivent par exemple respecter la législation anti-incendie et tenir des registres conformément à la réglementation. Tout ceci devrait s'appliquer à ces locations touristiques ponctuelles, et ce n'est pas le cas. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ces appartements sont loués dans des immeubles d'habitation. Les voisins voient donc passer tous les 2 ou 3 jours un nouvel occupant qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Certains s'en plaignent, et notamment en raison du bruit. Le sharing a bien sûr de quoi effrayer les gens qui raisonnent selon les modèles économiques traditionnels et qui s'y accrochent. Prenons le secteur de l'hôtellerie par exemple. Le fonctionnement classique consiste à réserver une chambre d'hôtel. Dès lors qu'un particulier se place sur le même marché, il est légitime que les hôteliers se demandent si cette pratique est souhaitable ou s'ils ne voudraient pas mieux disposer d'un cadre réglementaire qui l'interdit. Face à la crise du logement et à l'augmentation des loyers, le Sénat de Berlin a interdit le détournement de l'usage normal des appartements. Une victoire partielle pour les hôteliers. À une époque où le marché du logement est de plus en plus tendu, nous avons considéré qu'il fallait nous pencher sur la question. Après enquête, il s'avère qu'entre 8 et 12 000 appartements à Berlin servent de location touristique occasionnelle. Et la volonté du pouvoir politique est de les réintégrer dans le marché locatif. Tant que l'appartement est la résidence principale d'une des parties à un bail, tout est en ordre. Mais s'il perd sa fonction première en étant sous-loué de façon répétée, plusieurs jours ou plusieurs semaines d'affilée, en droit allemand, il se transforme alors en location touristique à vocation commerciale. Et ce n'est pas souhaitable. Ici, comme dans d'autres grandes villes européennes, l'accueil réservé à la sharing economy est plus mitigé qu'aux États-Unis ou en Corée du Sud. Malgré cette hostilité, Nessen Blecharzik est venu à Berlin pour assister à l'une des réunions d'hôtes Airbnb qui s'y tiennent régulièrement. Bonsoir. Bonsoir.
Nate? Moi, c'est Casey. Enchanté. Moi aussi, mon mari Léo. Entre! Tu es très attendu. Nate est arrivé. Je te sers quelque chose? Oui, un verre de rouge. Ou du blanc si tu as. Parmi ces gens, beaucoup sont hôtes Airbnb depuis 2 ans, voire plus. Ils ont accueilli de nombreux visiteurs et sont très enthousiastes. Pour moi, c'est très gratifiant de les écouter en parler. De penser que j'ai créé quelque chose qui a un effet sur leur existence, à l'autre bout du monde, et qui leur fait vivre des expériences enrichissantes. Merci d'avoir apporté toutes ces bonnes choses à manger. Il est temps d'en profiter. Prenez une assiette et servez-vous. À Berlin, les logements Airbnb sont répartis dans toute la ville, contrairement aux hôtels qui se concentrent souvent dans les zones les plus touristiques. Grâce à nous, les touristes dépensent de l'argent dans des quartiers qui d'habitude ne bénéficient pas de leur présence. Bien sûr, il y a des questions à régler. Nous devons par exemple payer des impôts. Mais il faut surtout que nos hôtes puissent payer les leurs simplement. Pour l'instant, ceux qui veulent déclarer leurs revenus doivent remplir un formulaire où on leur demande « Quel est le nom de votre hôtel ?» Mais ils n'ont pas d'hôtel, ni de nom à indiquer. On leur réclame un numéro d'agrément dont ils ne disposent pas non plus. Il faut optimiser le processus en coopérant avec l'administration et faciliter la vie à nos hôtes pour que tout le monde y trouve son compte. Sur chaque réservation effectuée à San Francisco, Airbnb prélève désormais une taxe d'hôtellerie de 14% qu'elle reverse à la municipalité. En Europe, de nombreuses voix appellent désormais à une réglementation intelligente de l'économie collaborative. Mais pour ce faire, les autorités et le législateur doivent d'abord comprendre ce nouveau secteur. Harald Heinrich, de l'université de Leuphana de Lüneburg, étudie le potentiel de la sharing economy à s'imposer en tant que nouvelle culture de consommation. Beaucoup d'acteurs soutiennent activement l'économie du partage. Les entreprises, les consommateurs et la jeune génération. Mais les politiques restent un peu sur le banc de touche. Et on peut se demander pourquoi. Ma thèse, c'est que nos représentants ne cernent pas bien la question pour l'instant. Ils ne voient pas qu'il s'agit d'une vague qui va déferler sur notre société. On a l'impression qu'ils privilégient d'autres sujets, comme s'ils avaient peur de se demander si celui-là a un effet sur la croissance. Résultat, ils ne prennent pas position vis-à-vis du sharing, alors même que ces questions de société ont gagné en importance ces 2 dernières années. Si l'on souhaite que l'économie collaborative continue de se développer au lieu de rester cantonnée à une niche, si l'on veut qu'elle prenne de l'importance au sein de la société, il faut que le personnel politique s'investisse. Beaucoup de questions se posent en matière de fiscalité ou de droit des assurances concernant l'autopartage. Des questions de planification urbaine également, s'agissant par exemple des places de parking. Toutes ces questions sont politiques et il faut que le monde politique s'en saisisse. C'est la condition sine qua non pour que la sharing economy s'épanouisse pleinement. À côté de ces questions de planification et de réglementation, les pouvoirs publics peuvent également faire preuve de volontarisme en favorisant ce secteur. Aux États-Unis, on sait que la mise à disposition de capital risque et les mesures de soutien jouent un rôle clé dans la Silicon Valley. Cela permet aux startups qui ont des idées à mettre sur le marché de concrétiser leurs projets. Ici, ce n'est pas encore le cas, et les politiques sont vraiment au pied du mur. Harald Heinrich se rend à Berlin afin de participer à une table ronde du groupe parlementaire écologiste sur la numérisation et l'économie du partage. Pour la première fois, la question semble au cœur des préoccupations de la classe politique allemande. Les textes de loi sont souvent mal adaptés aux micro-entrepreneurs qui souhaitent développer sérieusement leur activité. Pour leur éviter d'éventuelles complications juridiques, les pouvoirs publics doivent agir.
La préservation des ressources est une chose, mais je crois que les effets positifs du sharing, dans l'optique d'une économie durable, n'apparaîtront pas tout seuls. Il faut les favoriser activement. Si le secteur reste livré à lui-même, aucun des espoirs qu'il suscite ne se réalisera. Les exemples de politiques menées à l'étranger nous montrent que ça marche. La municipalité de Séoul a mis sur pied un programme très ambitieux, il y a 1 ou 2 ans, pour promouvoir l'innovation sociale. Il faut que le grand public puisse faire confiance à ce système économique et aux entreprises qui proposent ces nouvelles offres, qu'il ait l'assurance qu'elles traitent leurs données sérieusement. On ne parle pas seulement de données à caractère personnel, mais aussi d'informations liées à leurs interactions en ligne, ce qui est encore plus délicat. Tant que ce n'est pas le cas, ces modèles économiques poseront problème. Le pouvoir politique a un rôle à jouer dans tout cela. Il doit contribuer à instaurer cette confiance, à faire adopter des politiques de protection des données adaptées. La grande question du big data concerne de nombreux modèles économiques, et il faut trouver des réponses de toute urgence. Selon moi, c'est la grande menace qui pèse sur le développement à venir de l'économie du partage. Il risque bien d'achopper sur le problème de la confiance, faute de politique et de réglementations adaptées. Je vous remercie. Aux 4 coins du monde, les pouvoirs publics encouragent ou freinent le développement de l'économie collaborative. Une seule chose semble certaine. Ce secteur né de la révolution numérique va changer durablement nos façons de vivre et de consommer.